Bienvenue dans le podcast de la stratégie du bonheur. Ce podcast est à destination des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion et contribuer dans le monde avec un business éthique et authentique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je suis Claire Labbé, l'Equi-Coach des entrepreneurs. Vous avez bien entendu, je coach les entrepreneurs avec le soutien des poneys et des chevaux. Ils sont l'incarnation du pouvoir non prédateur et dans notre société si prédatrice, ils ont beaucoup à nous apprendre pour réintégrer, en tant qu'entrepreneur, un business tout aussi puissant, mais bien plus bienveillant et respectueux des humains, des animaux et de la planète. Dans ce podcast, je partage des conseils, interviews, des moments d'introspection, des exercices aussi, pour vous aider dans votre grande et belle mission d'entrepreneur au grand cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix, ou même à partager ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller sur le site www.lastratégiedubonheur.com pour retrouver des ressources gratuites pour aller plus loin et on peut poursuivre la conversation sur Instagram. Le syndrome de l'imposteur, c'est un grand sujet pour les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que c'est aussi un moment où il rejaillit avec force. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de sortir de notre zone de confort, de notre zone de connu, de ce qu'on fait habituellement et on va découvrir des nouvelles contrées, on va devoir apprendre des nouvelles compétences, on va devoir faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, on a des nouveaux objectifs, on est en période de croissance, on est en période de changement et donc ça vient réactiver très fort ce syndrome. Je ne sais pas si vous savez, mais il existe un test pour voir à quel niveau on est touché plus ou moins par ce syndrome de l'imposteur. Et donc j'ai fait ce test avant de faire le podcast. J'ai refait ce test avant de faire le podcast. C'est un test que je fais faire à tous les entrepreneurs que j'accompagne parce qu'il est vraiment très percutant. Et je vais vous dire le résultat de ce test. J'ai été étonnée du résultat, je vais vous le dire dans quelques minutes. Mais avant, je voudrais qu'on fasse un petit point ensemble sur c'est quoi le syndrome de l'imposteur. Ensuite, je vous parlerai de ce test. Et enfin, on ira regarder stratégiquement du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est fort atteint par ce syndrome. Est-ce que ça veut dire qu'on est damné à vie ou est-ce que ça veut dire que y a quand même de l'espoir pour nous de s'en débarrasser, de réussir à vivre avec, d'en faire une force, enfin bref, on va aller explorer tout ça, c'est parti. Alors le syndrome de l'imposteur, il a été identifié et nommé en 1978. On va faire un peu de culture générale, mais c'est important de redonner à César ce qui appartient à César. Donc il a été identifié par Pauline Rose Clarence, et vous allez voir que c'est elle qui a donné le nom au test, et Suzanne Imes ou Ims ou Im, je ne sais pas comment on prononce. Il y a un certain monsieur qui s'appelle Kevin Chassangre qui a donné une définition et il dit « Le syndrome de l'imposteur se caractérise par un bon niveau de réussite et des signes extérieurs objectifs de succès qui ne sont pourtant pas intégrés par l'individu. » Donc en clair, ça veut dire qu'il y a un énorme décalage entre la façon dont vous vous percevez et celle dont vous êtes perçu par les autres. On tente, je vais dire on parce que je me mets dans le paquet, on a tendance à s'auto-déprécier, à se dévaloriser et tous les compliments et tous les succès qu'on va avoir n'y changent rien, voire même empirent ce syndrome. Alors, comment ça se passe ? Je vais essayer de vous refaire le petit schéma à l'oral. Mais comment ça se passe quand on a le syndrome de l'imposteur ? Eh bien, ça commence toujours par le fait qu'on a une activité, quelque chose à réaliser. Dans le cas de l'entrepreneuriat, ça peut être on lance une nouvelle offre, on lance sa boîte, déjà tout court. On va développer un nouveau business model, on va se lancer de manière différente sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, ça démarre par une nouvelle activité à faire. Ça peut aussi être le cas quand c'est une activité tout à fait familière que vous avez l'habitude de faire, mais ça vient quand même fortement tirailler quand c'est quelque chose de plus nouveau. Ce qui se passe, c'est qu'on a cette nouvelle activité à faire et qu'on commence à avoir des émotions qui sont assez vives. On commence à avoir des doutes, on commence à être stressé, on commence à être anxieux, on peut peut-être même faire des nuits blanches, des cauchemars, des choses comme ça.
Et suite à ce pic émotionnel, eh bien, on a des comportements qui vont être plutôt destructeurs. Il y a 2 types de comportements. Le premier comportement qu'on peut avoir, c'est de se surpréparer. Donc par exemple, on se lance dans l'entrepreneuriat, dans un nouveau métier. Donc dans mon cas, par exemple, je me suis lancée en tant que coach. J'ai pas fait une formation de coaching, j'en ai fait 2. Et la deuxième formation de coaching que j'ai faite, je l'ai fait une deuxième fois. Je me suis pas formée une seule fois à l'approche Epona Quest. Je me suis formée 2 fois à l'approche Epona Quest. Donc pour vous dire que ça fait partie de ces personnes qui se surpréparent. On peut aussi avoir comme comportement de type surpréparation, donc là je vous ai parlé de la surformation, mais il y a aussi tout ce côté un peu geek du contrôle, il faut que rien ne dérape, et du coup je prépare tout. Donc par exemple, si vous êtes dans l'accompagnement, vous allez préparer tous vos déroulés à la minute. Vous allez préparer tout le déroulé de vos accompagnements longs, même de vos séances individuelles. Vous voulez que tout soit hyper carré. Vous voulez même que des choses qui dépendent absolument pas de vous soient hyper carrées. Il faut absolument contrôler tous les risques. Donc ça veut dire que vous allez contrôler l'administratif, que vous avez tous les documents dont vous avez besoin, logistiquement tout le matériel dont vous avez besoin. Vous allez même essayer de contrôler la météo et le soleil et la chaleur. Enfin bref, même tout ce qui est en dehors de votre contrôle, vous allez essayer de le contrôler pour vous assurer que tout se passera exactement comme vous avez envie que ça réussisse. Le problème, c'est que on est humain et la nature fait que il y a énormément de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et le deuxième comportement, eh bien, qui peut se passer, c'est la procrastination. C'est non, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Je fais tout sauf ce qui doit être fait pour réussir. Celui-là, il est plus connu. Moi, personnellement, je suis touchée par les deux. D'abord, je procrastine et après, je me mets en mode surpréparation et geek du contrôle à mort. C'est vraiment les deux indicateurs qui me permettent de prendre conscience que je suis en plein syndrome de l'imposteur. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la majorité du temps, en fait, le résultat est plutôt positif. On y arrive tant bien que mal, un peu dans la douleur, mais on y arrive quand même. Et vient le moment où on se pose la question, tiens, à quoi est due cette réussite? Est-ce que c'est dû à moi et à mon travail? Est-ce que c'est dû à mes compétences? Est-ce que c'est dû, à, la chance? Je ne sais pas. Et en fait, ce qui se passe quand on est victime du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on attribue toujours le résultat à une cause extérieure à nous. Donc si on a beaucoup, beaucoup procrastiné, on attribue la réussite à la chance. Et si on a beaucoup, beaucoup surpréparé, on attribue la réussite à l'effort qu'on a mis avant de préparation et pas forcément à ce qu'on a réussi à faire pendant et pas forcément juste tout simplement aux compétences qu'on a et à la personne qu'on est. Vient ensuite la phase suivante, c'est que quand on a réussi, mais qu'on a réussi en se disant qu'en fait c'était pas juste grâce à nous, c'est soit parce qu'on a redoublé d'efforts à mort, soit parce qu'on a eu de la chance, eh bien on se dénigre nous-mêmes et donc tous les compliments positifs, tous les feedbacks positifs, tous les indices qui prouvent qu'on a réussi, on va les dénigrer. On va penser qu'ils ne sont pas vrais. Et donc, ça induit l'impression de ne pas être à la hauteur. Et donc, ça nous donne la sensation qu'on va pas réussir à être à la hauteur des prochaines tâches à réaliser. Et donc, on continue ce cycle infernal. J'ai une nouvelle activité à réaliser, ça me rend anxieux. Du coup, soit je procrastine, soit je surprépare, mais je réussis quand même tant bien que mal. Du coup, j'attribue la réussite soit à la chance, soit à l'effort. Du coup, je rejette les feedbacks positifs et je rejette tout ce qui m'indique factuellement et rationnellement
que j'ai réussi ce que j'avais entrepris. Du coup, j'ai le sentiment que je suis toujours en train de me tromper et donc j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Du coup, j'ai une faible estime de moi et je pense que je ne suis pas efficace personnellement et que je ne pourrai pas réussir les prochaines tâches. Et rebelote, et rebelote, et rebelote. Et ça, c'est le cycle de l'imposteur selon Clance. Et donc pas Clarence que j'ai dit tout à l'heure, parce que je vous ai dit que ça venait de Pauline Rose Clarence, le test. Mais non, le cycle et le test que vous pouvez faire vient de Clance. Le syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est quelque chose de médical, de pathologique, de psychiatrique? Eh bien non, ce n'est pas une pathologie, mais pourtant il est très fréquent et notamment dans certains types de populations. Il est très fréquent chez les artistes, chez les scientifiques, chez les autodidactes et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chez les entrepreneurs. Et il peut être causé par la simple peur d'être démasqué. Donc là, quand on parle de peur d'être démasqué, on vient toucher très fort à la notion de l'émotion de vulnérabilité. Qu'est-ce qui va se passer si on voit mes faiblesses? Il peut engendrer, du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, des grosses souffrances psychologiques et surtout émotionnelles, parce qu'on vit des émotions très très fortes comme l'angoisse, l'anxiété, un stress énorme. Et puis, je vous l'ai dit, les caractéristiques principales, c'est qu'on va procrastiner énormément. Ça, c'est le premier comportement que va générer le syndrome de l'imposteur. Et le deuxième comportement que va générer le syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est un travail frénétique, une surpréparation. Donc, je sais pas vous, moi personnellement, je suis touchée par les deux, hein, la procrastination et le travail frénétique. Je vais vous faire une petite liste de critères qui peuvent qui décrivent un peu les comportements qu'on peut adopter quand on a le syndrome de l'imposteur et comme ça vous allez pouvoir voir pour vous aussi si vous semblez être touché. Cette liste elle a été écrite par le fameux Clance avec ses autres amis qui ont fait les études avec lui. Donc il s'appelle Holmes, Kerté, Adamson et Hollande. Pas François Hollande, hein, soyons clairs. Alors, voici les critères qui peuvent vous permettre de voir si vous êtes touché par le syndrome de l'imposteur. Vous vous décrivez comme un imposteur, donc ça veut dire que vous avez un sentiment de fraude, de ne pas être intelligent, que c'est un peu de la triche que vous en soyez là où vous en êtes. Vous avez des difficultés à croire que vous méritez des retours positifs. Vous êtes déçu de ce que vous réalisez et vous pensez toujours que vous auriez pu faire mieux. Vous craignez que les autres puissent un jour découvrir votre manque de connaissances, votre manque de compétences. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de ne pas pouvoir reproduire ou répéter votre succès une prochaine fois. Vous avez le sentiment de ne pas être la même personne en public que quand vous êtes en privé. Vous craignez l'échec avant même d'avoir essayé et pourtant vous réussissez la plupart du temps ce que vous entreprenez. Vous craignez de ne pas réussir à atteindre les attentes qu'on a fixées sur vous ou que vous vous êtes fixé vous-même. Vous croyez que vous devez respecter certains rituels pour assurer votre réussite. Donc ça, c'est la surpréparation. Vous préférez des métiers ou des postes qui ne sont pas stimulants ou qui sont à plus bas niveau que ce que vous pouvez faire par peur d'échouer à un poste à la hauteur de vos capacités. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça que moi j'ai vraiment un plaisir particulier à accompagner les personnes qui sont fort touchées par ce syndrome parce que moi aussi je le vis et parce que je sais que ces personnes ont tellement à apporter que c'est trop du gâchis que de ne pas les soutenir dans cette démarche. Je continue. Vous vous sentez incapable de vous sentir 100% responsable de votre succès et vous l'attribuez souvent à des causes extérieures à vous, dont le fait de travailler comme un âne, et vous persistez à vous croire incompétent malgré tous les signes extérieurs de réussite. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un test qui s'appelle l'échelle de Clance que vous pouvez faire, vous pouvez la trouver sur internet ou sinon vous m'envoyez un petit mail à hello@lastratégiedubonheur.com ou vous m'envoyez un message privé sur Instagram et je vous envoie le document que j'ai fait avec le résumé de ce que je viens de dire dans le podcast et avec le test.
Je vais voir si je peux regarder aussi dans le descriptif, je vais voir si je peux pas le mettre si je peux pas mettre un lien, comme ça vous pourrez le télécharger directement depuis la description de ce podcast. Ce test, il est composé de 20 questions, si je ne me trompe pas, où vous pouvez répondre pour chaque affirmation, c'est pas du tout vrai ou c'est très vrai. À chaque question, vous attribuez des points et ça vous fait une échelle sur 100 points. Et puis ensuite, ils ont fait 3 groupes en fait. Si votre total est inférieur à 40 points, vous êtes assez peu touché par le syndrome de l'imposteur. Si vous avez un résultat entre 41 et 60, eh ben, vous êtes modérément touché par le syndrome de l'imposteur. Donc si vous êtes modérément touché par le syndrome de l'imposteur, ça veut dire que vous en souffrez pas en permanence, mais qu'il va revenir régulièrement et que ça peut vous gêner. Surtout lorsque vous sortez de votre zone de confort. Et donc, du coup, ça demande de faire un travail sur le doute. Si vous êtes entre 61 et 80%, ça veut dire que vous êtes fréquemment touché par l'expérience, que vous vivez fréquemment ce syndrome de l'imposteur, que donc que ça commence à entraîner non pas une gêne, mais une véritable souffrance, et que vous doutez de votre valeur, que vous doutez régulièrement de vos compétences, que vous doutez du bon jugement que les autres peuvent porter sur vous aussi, et surtout que vous savourez pas toujours vos propres réussites et que vous êtes vraiment obnubilé par les défis à venir pour lesquels vous n'avez pas la certitude d'être à la hauteur. Donc ça peut induire notamment une peur d'être démasqué et donc du stress. Et il se peut aussi que vous ayez un score supérieur à 80. Un score supérieur à 80, ça veut dire que vous êtes souvent et intensément pris par le syndrome de l'imposteur. Souvent, vous savez déjà avant d'avoir fait le test, hein. Du coup, je vais spoiler tout de suite. Moi, j'ai un résultat à 85. J'ai un résultat à 85 sur 100. Donc ça veut dire que j'expérimente le syndrome de l'imposteur ultra souvent et aussi de manière émotionnelle ultra forte. Ça veut dire que ça vient interférer très souvent dans la vie du quotidien et très souvent dans les projets qu'on mène. Moi, clairement, le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quand même un domaine qui demande énormément de changements. Le domaine du coaching, c'est continuellement du changement, continuellement de la remise en question. Je suis pas devant un tableau Excel en train de me dire que ça va être logique et mathématique. Je suis face à des humains qui ont des émotions, qui veulent créer du changement dans leur vie. Et donc, du coup, concrètement, je maîtrise rien de ce qui peut se passer. Rien de ce qui peut se passer. Et en plus, je travaille beaucoup avec des clients qui sont en groupe. Et en plus, je dois tenir un espace pour le groupe, mais aussi pour les chevaux. Et en plus, je mets les personnes en interaction avec les chevaux, ce qui fait que, avec les chevaux, on le sait, ils sont 100% dans le moment présent, donc ils sont 100% dans le changement. Donc là aussi, je maîtrise rien. Je suis vraiment dans un des métiers où je peux contrôler le moins de choses qui se passent. À part moi, à part vraiment prendre conscience de ce qui se joue en moi, rester présente dans mon corps, continuer d'accéder à mes ressources, et puis bien sûr des stratégies et des outils d'accompagnement que je vais pouvoir sortir et utiliser et adapter. Mais sinon, je suis pas dans un métier où je peux contrôler, c'est pas mathématique, c'est pas scientifique, c'est pas mécanique, c'est pas 1 + 1 = 2 quoi. Le résultat, je le maîtrise jamais. Jamais, jamais, je ne sais jamais ce que ça va donner. S'il y a bien un truc qui, lui, ne change pas, c'est que, en fait, ça change tout le temps. Donc, c'est particulièrement challengeant pour des personnes qui sont dans la même situation que moi, que d'être fort touchées par le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, à cette intensité-là, à cette fréquence-là, il peut être vraiment une énorme menace à notre épanouissement parce que du coup, on n'ose plus.
Et le risque, c'est de finir avec des gros regrets en se disant bah j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, mais en fait j'avais peur et je l'ai pas fait. J'ai pensé que pas à la hauteur et du coup je l'ai pas fait. Et du coup ça peut nous orienter vers des vies où plutôt que d'écouter notre cœur, notre joie intérieure et de suivre ce chemin d'épanouissement personnel et professionnel, eh ben on va vivre une vie de robot, on va vivre une vie de vraiment euh, petite. Petite au sens pas à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Et ça peut induire de la dépression, ça peut induire du burn-out et surtout ça induit au fin fond des énormes regrets parce qu'en fait on est la seule, c'est nous-mêmes qui nous empêchons de nous réaliser. C'est nous-mêmes qui nous empêchons de nous réaliser. Et c'est exactement là que réside la solution. Pour moi, on n'est pas damné parce que on a un syndrome de l'imposteur qui est très fort. C'est pas comme si c'était inscrit dans nos gènes. C'est pas comme si c'était quelque chose dont enfin, c'est en nous. On a le choix. On a le choix parce qu'on vit ces émotions très intenses. On a le choix de se laisser bouffer par cette intensité, ou on a le choix d'aller chercher notre lumière, notre puissance à l'intérieur et décider consciemment que c'est pas ça qui va foutre notre vie en l'air. Et je vais même aller plus loin, décider consciemment que non seulement ça va pas foutre notre vie en l'air, mais en plus on va en faire notre meilleur allié. Il y a une croyance que j'ai changée il y a pas très longtemps, juste en regardant, comme quoi ça peut tenir à peu de choses, juste en regardant un reel sur Instagram d'un gars qui disait comme quoi les croyances peuvent vraiment nous limiter ou nous porter. De toute façon, elles sont toujours vraies ou elles sont toujours fausses. Ça dépend de quel point de vue on se place. Elles sont toujours vraies pour certaines personnes et fausses pour d'autres. Elles sont jamais la vérité vraie. Donc cette croyance qui a changé, c'est que j'ai vu un reel où un mec disait en fait, toutes les personnes qui sont le plus victimes du syndrome de l'imposteur, ce sont les personnes qui ont le plus grand potentiel. Ce sont les personnes qui ont les plus grandes compétences. Pourquoi? Parce qu'elles voient de quoi elles sont capables. Comme elles ont des énormes compétences, elles, elles vivent avec ces compétences, donc elles savent exactement de quoi elles sont capables. Elles savent qu'elles sont capables de très, très, très grandes choses. Mais comme elles sont ici et maintenant aussi, eh ben elles voient ce qu'elles sont capables de faire là maintenant tout de suite. Et l'écart entre qui elles sont maintenant et les compétences qu'elles ont maintenant, et ce qu'elles savent qu'elles peuvent faire dans le futur, en continuant d'avancer, en continuant de travailler, en continuant de muscler ses compétences, en continuant avec consistance et répétition de suivre cette voie, cet écart, elles ont oublié qu'il y avait du travail entre deux. Et elles se sont dit, mais en fait, la marche, elle est trop grande. La marche, elle est trop énorme. Je sais que je suis capable de tout ça, mais je ne suis que ça maintenant. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que avant je me disais, mais en fait, j'ai ce syndrome de l'imposteur et il me bouffe et il m'empêche d'avancer parce que je me sens nulle, mais j'avais aucune mainmise, j'avais aucun contrôle là-dessus. Et en fait, le contrôle que j'ai, c'est le chemin qu'il y a entre maintenant et ce que je suis capable de faire. Ça, je peux le contrôler. Tous les jours, je peux me lever et je peux agir. Tous les jours, je peux me lever et je peux développer mes compétences. Tous les jours, je peux me lever et je peux utiliser mes compétences. Tous les jours, juste un petit pas. En fait, ça se résume à ça, juste un petit pas. Je vais vous donner une analogie, c'est comme les rivières. Les rivières, le lit des rivières se forme parce que l'eau a coulé dessus. Et au début, c'est juste une toute petite rigole qui se forme jusqu'à ce que petit à petit, avec le temps, centaines d'années après centaines d'années, ça finisse par devenir un ruisseau, puis une rivière, puis un fleuve.
Et peut-être que vous êtes à la rigole aujourd'hui, et ça tombe bien parce que c'est un mot sympa. On peut en rigoler d'être à la rigole aujourd'hui et remettre un peu d'humour et d'autodérision là, à cet endroit-là. Mais le fait de continuer de faire votre lit comme une rivière, de continuer de faire passer de l'eau à cet endroit-là, vous allez faire votre sillage. Et puis petit à petit, il va pouvoir y avoir peut-être des petites barques ou des canoës-kayaks qui vont pouvoir naviguer sur votre ruisseau. Peut-être qu'au début, il sera tellement petit qu'il y aura même pas ça. Peut-être qu'au début, ça va simplement servir à faire pousser la nature autour, à abreuver les oiseaux, les insectes, les bêtes qui vont venir boire sur votre lit. Et puis après, petit à petit, ça va devenir une voie navigable par des petits bateaux, des petits canoës. Et puis après, ce sera par des plus gros bateaux. Et c'est exactement ça dans l'entrepreneuriat. Au début, on vient peut-être illuminer un peu nos proches, on vient simplement faire des contenus gratuits, des accompagnements gratuits pour les personnes qu'on connaît, pour s'entraîner, pour commencer à faire notre petit sillage. Et puis petit à petit, on commence à trouver des clients et avoir une toute petite communauté autour de nous. Et puis ensuite, en continuant encore et encore et encore à appliquer les mêmes stratégies jusqu'au bout, sans abandonner, on finit par tracer notre sillage et en fait ça va vite. Au début, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de passages et de passages et de passages pour tracer notre sillage sans avoir de grands résultats. C'est long de passer d'une petite rigole à un ruisseau. Mais de passer d'un ruisseau à une rivière, ça se fait beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on est tellement choqués souvent de voir des personnes sur les réseaux sociaux qui disent ah bah oui j'ai développé mon business en 1 an et maintenant je gagne 300 000 euros de chiffre d'affaires nanana. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce qu'ils vont regarder tout le travail qu'ils ont fait avant. Souvent les personnes qui disent qu'ils ont fait décoller leur business en 1 an, ça fait 5 ans ou 10 ans qu'ils sont en train de travailler sur eux. Ça fait 5 ans ou 10 ans qu'ils sont en train d'apprendre des stratégies. Ça fait 5 ans ou 10 ans qu'ils sont en coaching ou avec un thérapeute. Ça fait 5 ans ou 10 ans qu'ils se forment et qu'ils se font accompagner pour développer leur business. C'est pas juste en 1 an, ils ont claqué des doigts, ils ont commencé, ils ont eu une idée par la lumière du Saint-Esprit, ils avaient 0 compétence et ça a marché. Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a tout un travail invisible qui se fait avant et par contre le shift, c'est-à-dire vous dépensez énormément d'énergie pour avoir très peu de résultats. À un moment donné, il y a un shift qui se fait et tout à coup, tout le travail que vous avez fait avant paye d'un coup. Et là, c'est le moment où on voit les personnes qui sont propulsées, qui ont un business qui se propulse, qui commencent à avoir des dizaines de milliers d'abonnés ou des centaines de milliers d'abonnés en quelques mois sur les réseaux sociaux. Ce sont ceux qui passent dans les médias, dans plein de médias. Ce sont ceux qui sont interviewés par les plus grands, etc. Ça, c'est le moment où le business, ou le business shift du fait de ces 5 ans ou de ces 10 ans de travail acharné sur soi, sur le développement de son business et où on n'a rien lâché. La seule différence qu'il y a entre les personnes qui sont touchées par le syndrome de l'imposteur et qui réussissent et les personnes qui sont touchées par le syndrome, qui sont très peu touchées par le syndrome de l'imposteur. Oula, je vais recommencer. On dirait que je suis en train de vous faire le sketch de on peut être trahi 1000 fois par une personne ou une fois par 1000 personnes. Je recommence. La seule différence qu'il y a entre les personnes qui sont très, très fort touchées par le syndrome de l'imposteur et qui réussissent et celles qui ne réussissent pas, c'est qu'il y en a qui sont quand même passées à l'action. Juste un pas après l'autre et qui n'ont pas lâché leurs rêves, qui savent, ils ont mis leur focus sur le potentiel qu'ils voient en eux. Ils savent qu'ils peuvent faire de grandes choses et ils ont mis leur focus sur j'avance vers les grandes choses que je peux réaliser. Et les autres, c'est parce qu'ils ont mis leur focus sur leur douleur. Ils ont mis leur focus sur ah ben je ne suis que ça aujourd'hui et du coup je n'y arriverai pas et je ne suis pas assez et je n'y crois pas. C'est juste une question de où est-ce qu'on met notre focus. C'est pour ça que je parlais de croyance tout à l'heure, parce que tout dépend
où on met, une croyance se décide. Une croyance se décide aussi par rapport à où est-ce qu'on a mis notre focus. Donc par principe, une croyance, ça se décide, mais il faut y croire. Donc, s'il y a une croyance à laquelle vous croyez, comme par exemple, je suis pas à la hauteur, prenez cette croyance, tordez-lui le cou pour la transformer en une croyance qui vous porte. Donc déjà, une croyance qui vous limite, c'est une croyance qui vous apporte des émotions dites négatives, comme de la colère, de la frustration, de la honte, etc., etc. Et si vous voulez la transformer en une croyance qui vous porte, il faut que vous transformiez cette croyance en une croyance à laquelle vous croyez vraiment. Donc c'est pas la peine de définir une croyance hyper ambitieuse à laquelle vous croyez pas. C'est pas la peine de passer de je suis qu'une pauvre merde et j'y arriverai jamais à j'œuvre tous les jours de manière solaire afin d'obtenir 300 000 abonnés sur mon compte Instagram, parce que juste, c'est logique qu'on n'y croit pas, c'est trop loin. Donc la croyance, elle doit porter sur les prochains petits pas que vous allez faire. Et vous devez y croire. Vous devez y croire. Si vous n'y croyez pas, vous devez changer votre croyance et la raffiner jusqu'à ce que vous y croyez. Et un moyen de vérifier si la croyance, elle est bonne, il y a 2 moyens de vérifier si une nouvelle croyance est bonne pour vous, c'est que 1, vous y croyez vraiment, à 10 sur 10, hein, pas à 9,5 sur 10, à 10 sur 10, vous croyez vraiment que c'est vrai. Et 2, ça vous procure une émotion dite positive, c'est-à-dire une émotion qui vous porte. Ça vous procure de la joie, de l'enthousiasme, peut-être que ça vous fait un petit peu peur, mais ça vous procure quand même une énergie qui vous porte et qui vous met en mouvement et qui vous donne envie d'avancer. Ça sert énormément à travailler sur le syndrome de l'imposteur. Donc si je résume au niveau du syndrome de l'imposteur, si vous êtes très touché par ça, il y a de grandes chances que ce soit parce que vous avez des énormes compétences. Donc vous avez un énorme potentiel. Toutes les personnes qui réussissent, je n'ai pas d'études scientifiques pour ça, mais en tout cas ce que j'ai observé et ce que j'ai entendu des personnes qui ont le plus réussi, c'est que toutes sont extrêmement touchées par le syndrome de l'imposteur. Toutes. Donc si vous êtes touché fort par ça, c'est bon signe. C'est bon signe. Et ensuite, reste à se poser la question, mais qu'est-ce que je fais de ça? Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas le rejeter parce qu'il nous revient en pleine face à la gueule. Donc mauvaise stratégie. Donc ça veut dire que le premier truc à faire, c'est l'accueillir. L'accueillir et l'embrasser comme un ami. Comprendre comment il se manifeste chez vous. Bien comprendre quels sont les mécanismes, comme ça vous les voyez venir. Quels sont les comportements, quelles sont les émotions, quelles sont les pensées, quels sont les mouvements que vous faites, quels sont les mouvements que vous ne faites pas à cause de ce syndrome de l'imposteur. Plus vous le connaissez sur le bout des doigts, mieux vous allez pouvoir l'utiliser à votre avantage. On dit toujours qu'il vaut mieux faire de nos ennemis nos alliés. Là, c'est exactement ça. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de changer le focus. D'arrêter de mettre le focus sur ce que vous n'êtes pas encore et de mettre le focus sur ce que vous savez que vous pouvez faire et de changer vos croyances pour qu'elles puissent être adaptées au premier pas que vous allez faire et de continuellement changer vos croyances au fur et à mesure que vous avancez parce que c'est ça qui va vous aider à pas vous laisser bouffer par votre syndrome de l'imposteur. C'est d'avoir des croyances fortes qui viennent contrebalancer les doutes du syndrome de l'imposteur et de toujours vous souvenir de cette histoire de la rivière qui fait son lit jusqu'à devenir un grand fleuve. Si vous êtes touché par le syndrome de l'imposteur, c'est que vous avez tout pour passer d'une petite rigole à un petit ruisseau, à une rivière, à l'un des plus beaux fleuves de la planète. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour cette fois, on n'a pas beaucoup parlé chevaux, mais dans un autre, je pense que je ferai le lien entre ce que peuvent faire les chevaux pour nous accompagner sur le syndrome de l'imposteur. Et entre autres, les chevaux nous ramenant au moment présent et pointant très bien du doigt ce qui fonctionne. Ils lisent tellement bien en nous qu'ils peuvent nous montrer exactement ce qui fonctionne. Et là, d'un point de vue des croyances, c'est énorme parce que on voit factuellement et émotionnellement, on a des preuves concrètes que on est déjà
doué, on sait déjà faire. Donc je vous ferai un autre épisode là-dessus. Le syndrome de l'imposteur, j'en ai fait un chapitre entier du programme Devenir entrepreneur parce que pour moi, c'est hyper important de le travailler. Je bosse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je bosse beaucoup avec des personnes qui vivent ce syndrome très fort, comme c'est le cas pour moi. Et je travaille, je pense que c'est aussi parce que je travaille beaucoup avec des personnes qui ont mis un sens particulier dans la mission de l'entrepreneuriat, soit parce que ils ont un énorme appel de contribuer au bien-être humain ou animal ou de la planète. C'est la majorité des personnes que j'accompagne qui sont dans l'accompagnement humain, l'accompagnement animal ou l'écologie. Et ces personnes-là ressentent un appel tellement fort et ont des talents tellement puissants et tellement forts pour le monde que je pense que c'est pour ça que j'attire aussi beaucoup de personnes qui vivent ce syndrome de l'imposteur. Et donc on le travaille. Et le programme Devenir entrepreneur, je ne l'ai pas construit sur un an pour rien. Parce que ce travail-là, il se fait pas en un claquement de doigts. Créer une entreprise qui a du sens, qui soutient nos forces, qui soutient notre puissance et qui aussi nous permet de compenser, qui nous permet de soutenir aussi nos faiblesses, et ben c'est un travail de longue haleine. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce programme, je vous invite à aller regarder dans le lien dans la description ou aller sur mon site lastratégiedubonheur.com puisque les prix augmentent début juillet, donc c'est le moment d'aller regarder et de me contacter. Je vous souhaite une bonne journée.